c'est une conférence, c'est des conférences qui ont été lancées par l'Assemblée spirituelle. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'Assemblée. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir Dr. Claire Lapointe qui va nous parler de l'égalité entre les hommes et les femmes au Québec. Un voyage dans le temps. Donc, c'est vraiment une belle soirée historique. Ça va être très intéressant. Donc, permettez-moi de vous parler un petit peu de Claire. Ça me fait vraiment plaisir de la présenter. C'est une collègue et amie et je suis très heureuse qu'elle donne cette conférence sur un sujet sur lequel elle a beaucoup, beaucoup réfléchi. Donc, Claire, elle est active en éducation depuis 1974. Elle a obtenu un doctorat en administration et politique scolaire en 1995. Elle est devenue professeure par la suite à l'Université de Moncton et ensuite à l'Université Laval. Elle est devenue professeure titulaire et elle a pris sa retraite. Je crois que ça fait un bon 3 ans, Claire. Un an? Oh mon Dieu, OK, excusez-moi. Elle était professeure à la Faculté des sciences de l'éducation. Son intérêt pour l'étude comparée des aspects culturels de la réussite éducative et l'analyse féministe de l'éducation s'est développé lors de son expérience de vie et de travail en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Polynésie française et au Gabon, ainsi que dans 3 provinces canadiennes, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique. De 2010 à 2018, elle a été membre du Conseil supérieur de l'éducation du Québec, dont elle a aussi présidé la commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire. Depuis 1977, son mari et elle participent ensemble aux activités de service de la communauté Baha'i. Une chose qui n'est pas dite ici, Claire a publié de nombreux articles scientifiques et de nombreux livres sur l'éducation et la gestion scolaire, des articles qui ont été très bien suivis et de ça a résulté des étudiants de maîtrise et de doctorat qui se sont intéressés aux objets d'études que Claire a développés. Et ça a été un prof vraiment aimé à l'Université Laval, puis en même temps, je me permets de dire une collègue, une scientifique hors pair avec qui j'ai eu des échanges tellement riches et avec qui j'ai des fois des petites mélancolies de nos conférences un peu partout dans le monde et on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec des collègues internationaux qui ont toujours, toujours apprécié les travaux de Claire. Claire, elle a eu aussi différents prix. Elle ne les a pas nommés ici, c'est dommage, mais elle a eu une très belle reconnaissance par les collègues américains du travail qu'elle a fait et on lui a demandé justement de nous parler de la diversité en éducation, un sujet qui était très cher pour elle. Donc, on est vraiment honorés de compter sur cette conférence ce soir. Qui touche un des principes Baha'i importants. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Claire et, je demanderai à ceux qui viennent d'arriver si vous pouvez fermer vos caméras. Sinon, peut-être, Soël, si tu peux aider pour que Claire puisse faire sa présentation sans entrave informatique. Merci. Merci beaucoup, Lise. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment spécial d'être tous ensemble à travers pas vraiment la planète, mais certainement à travers des longues distances ici au Canada. Et comme Lise vous le disait, la bande passante est un peu moins puissante en Nouvelle-Écosse comparée au Québec, mais ça devrait aller. Alors, c'est pour ça, si on met sans la vidéo, là, ça devrait bien aller. Ce soir, on va faire un voyage dans le temps au Québec pour un voyage dans le temps sur comment l'égalité entre les hommes et les femmes s'est graduellement développée. Quels sont les défis qui ont été rencontrés? Quels ont été des moments clés? Et c'est important de se pencher sur cette notion d'égalité entre les hommes et les femmes parce que la première inégalité, ça a été celle des femmes par rapport aux hommes, parce que c'était la première différence. Il y a des milliers d'années,
avant que les tribus, que les clans se déplacent et entrent en contact et découvrent et aussi à travers l'évolution de l'être humain et les changements là, donc qu'il pouvait y avoir dans l'aspect physique des êtres humains, il y avait des tout petits clans et la différence qui existait, c'était celle entre les hommes et les femmes, la différence visible. Et on sait que la tentation est donc toujours grande quand on voit des différences, soit entre des personnes ou des objets. Il va y avoir un jugement sur le meilleur et le moins bon, le plus fort et le plus faible. Il y a donc la première différence dans l'histoire de l'humanité, ça a été la différence entre les hommes et les femmes. Et en comprenant et en essayant de travailler pour améliorer toujours l'égalité entre les hommes et les femmes, en fait, ça nous aide ensuite à travailler sur toutes les inégalités qui peuvent exister. Et on est très conscient de nos jours à quel point il demeure beaucoup d'inégalités à travers le monde et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Moi, personnellement, depuis assez tôt, en m'intéressant à l'éducation et en ayant l'occasion de vivre dans différents pays dans le monde pendant plusieurs années, j'ai développé donc un intérêt pour le rôle de l'éducation dans le développement d'une société et des groupes de personnes, et plus particulièrement en ce qui concernait l'éducation et les femmes. Donc, mes recherches étaient dans le cadre des recherches féministes, avec un cadre de recherche scientifique féministe, j'ai continué à y travailler là, jusqu'à ma retraite. J'ai quelques petites notes ici. Pourquoi aussi c'est très important, selon moi, de poser un regard sur le passé, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi on est là où on est. Pourquoi la société dans laquelle on vit, chacun on peut être à différents endroits dans le monde, à chaque endroit dans le monde, les sociétés sont arrivées à une certaine étape dans leur histoire. Et ce qui se passe à ce moment-là, ça vient en grande partie de ce qui s'est passé avant. Donc, en sachant ce qui s'est passé avant, ça permet de mieux comprendre pourquoi on est rendu là où on est rendu. Et surtout, ça permet d'apprendre et ça permet de regarder vers le futur, d'essayer de prévoir, d'essayer d'améliorer, de ne pas répéter les erreurs, comme on dit souvent, etc. J'ai oublié de mentionner que je vous demanderai de prendre en note si vous avez des questions. Pendant la présentation, moi, je vais vous poser des questions à un moment donné. On va peut-être essayer d'ouvrir, je verrai avec mes collègues qui s'occupent, avec Lise et Soël, là, si on pense qu'il y a 3 ou 4 endroits dans la présentation où je vais poser comme une question, je vous demande de réfléchir. Et là, je demanderai à 1 ou 2 ou 3 personnes maximum qu'est-ce qu'elles pensent être la réponse, OK? On ne va pas entrer dans des échanges tout de suite, on va garder ça pour la fin, mais prenez en note si vous avez des questions. On va voir comment ça se passe, surtout du point de vue là, de la bande passante. Lise? Oui, peut-être juste une petite chose parce que certains demandent si tu vas passer un PowerPoint. Oui, Claire va passer un PowerPoint. C'est pour ça qu'il y a une grande affiche, puis on voit Claire en plus petit. Donc, elle va avancer le PowerPoint. Vous allez pouvoir le voir. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans la petite icône qui s'appelle Chat. Puis moi, à la toute fin, je vais lire chacune de vos questions. Puis, étant donné que Claire veut vous interroger sur certains aspects, Claire, tu me feras signe, puis Oui. je pourrai lire les réponses des amis présents ce soir. OK. Donc, les réponses pourraient être mises dans le chat à ce moment-là. Et puis, Lise, tu pourrais en lire quelques-unes. Tout à fait. Alors oui, évidemment, j'ai un PowerPoint. Alors là, j'étais dans mon introduction. C'est pour ça que je n'avais pas encore amorcé en tant que tel le PowerPoint. Là, on va voir si ça marche.
Normalement, ça devrait passer à la deuxième diapo. À la diapo suivante, je vais peut-être demander à Soël de m'aider parce que ça n'a pas l'air d'avancer. Voilà. Alors, le titre, L'égalité entre les hommes et les femmes au Québec, un voyage dans le temps. La suivante. Alors, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un des principes fondamentaux de la foi bahaï. Dans les écrits qu'on a, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits par les personnages principaux de l'histoire de la foi bahaï. On voit très clairement qu'il y a l'égalité à tous les niveaux. On va souvent entendre parler de l'égalité des droits, mais c'est beaucoup plus que l'égalité des droits. Il y a, oui, l'égalité des droits, mais il y a l'égalité sociétale aussi. Dans les écrits, on voit que et l'homme et la femme doivent développer, on doit leur permettre, leur donner les possibilités de développer toutes leurs capacités, toutes leurs compétences pour pouvoir les mettre au service de la société et s'épanouir en même temps, et qu'ils ont des rôles égaux dans la société. On voit aussi que c'est une égalité intellectuelle. L'homme et la femme sont égaux intellectuellement. La diversité, elle se retrouve à l'intérieur de chacun des groupes, mais il n'y a pas une différence intellectuelle plus ou moins entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi une égalité spirituelle. Dans les écrits bahaïs, on lit qu'aux yeux de Dieu, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Donc, des êtres humains égaux à tous les niveaux. Et c'est ce sur quoi, dans la communauté bahaï, les gens travaillent beaucoup depuis longtemps. Et on continue à y travailler. Diapo suivante. Mais quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, du principe à la réalisation concrète, c'est un chemin qui est très complexe. Et quand on regarde l'histoire de chacune des sociétés, si on peut se pencher sur des pays, des régions, des groupes culturels, on voit qu'il y a des barrages puis il y a des ponts. Il y a des moments où il y a des grandes avancées et il y a des moments où il y a des barrages. Alors, on va regarder, moi ce que je vous propose ce soir, c'est un voyage pour regarder ça en ce qui concerne le Québec. Diapo suivante. Et un voyage dans le temps, oui, encore. Alors voilà. L'histoire, je la fais commencer en 1608 avec la découverte de la Nouvelle-France par Jacques Cartier. Il y avait déjà une population qui vivait dans ce qui s'est appelé la Nouvelle-France. Et dans ces populations, surtout celles, bon, je ne parlerai pas là, des groupes autochtones de l'ouest du Canada, mais en ce qui concerne les groupes autochtones qui étaient sur le territoire qui est maintenant le Québec et qui y sont toujours, c'était très intéressant de voir que c'était principalement des sociétés matriarcales, que ce qu'on appelait les longues maisons, les habitations dans lesquelles les familles habitaient, c'était des femmes qui étaient les chefs des longues maisons. C'était des hommes qui étaient chefs de la tribu, mais ils étaient nommés par les femmes. Alors, la plupart des groupes autochtones de la Nouvelle-France avaient cette culture au niveau de leur organisation. Alors, les femmes y occupaient un rôle très important et elles y avaient des pouvoirs importants aussi. Alors, il y a eu ce premier contact des premiers arrivants qui arrivaient de France et au début, principalement des hommes et ensuite, il y a plus de femmes qui sont venues et ils sont entrés en contact avec ces Autochtones. Et pour différentes raisons, à cette époque-là, donc le contact avec les Autochtones où les femmes jouaient un rôle très important, le fait aussi que pour construire cette nouvelle colonie, ce nouveau territoire qui était à défricher, il fallait tout construire, il fallait défricher les champs, construire les maisons, tout était à faire. Les femmes avaient donc une importance très importante. Alors, c'était comme plus une collaboration, ce qui a été identifié dans certains moments de l'histoire à travers
à plusieurs endroits, là, dans différents groupes culturels à travers le monde, il y a eu des moments où il y avait une complémentarité, une collaboration entre les hommes et les femmes et moins d'inégalités. Et c'est ce qui s'est passé au début de la colonie, au moment de la Nouvelle-France. Et ça aurait fait dire à Marie de l'Incarnation, qui était donc une éducatrice de l'époque, elle trouvait en fait que les jeunes femmes qui vivaient en Nouvelle-France ne respectaient pas beaucoup la tradition et elles prenaient beaucoup de liberté dans la société, beaucoup d'autonomie. Alors, on a une observation de l'époque à ce sujet-là. Mais quand même, c'est le droit légal. Alors ici, on a une autre, merci Sorel, on a une diapo ici. Ça, c'est Hochelaga Maisonneuve, donc Montréal. Un dessin basé sur les textes d'époque où on voit la proximité entre le village traditionnel d'Hochelaga et les premières habitations à Montréal à partir de 1642, si je ne me trompe pas, ou 1648, la fondation de Montréal et l'évolution. Donc, on voit, c'est aussi, on voit là, cette proximité qui amenait des échanges aussi, par rapport aussi à des manières de vivre et de voir les relations entre les hommes et les femmes, entre ces deux groupes. Mais au niveau légal, les Françaises ne sont pas égales des hommes. Elles sont sous la tutelle de leur père, de leur mari, de leur frère, et sauf si elles deviennent veuves, à ce moment-là, elles ne sont plus sous la tutelle d'un homme, et lorsqu'elles atteignent l'âge de 25 ans et qu'elles sont toujours célibataires. Alors, à ce moment-là, elles ne sont pas sous la tutelle d'un homme, elles peuvent être propriétaires. Et il y aura même un moment où elles auront le droit de vote pendant quelques années si elles sont propriétaires et non sous la tutelle d'un homme, mais ça ne durera pas longtemps. Diapo suivante. Alors, première question. D'après vous, vrai ou faux? Autant les Français protestants que les Français catholiques peuvent venir s'installer en Nouvelle-France. Alors, si vous voulez aller mettre vos réponses dans le chat, et Lise va regarder ça. Je vais attendre, je vais laisser les gens répondre à ta question. Donc, OK, je commence à avoir des vrais, 2 faux. 3 faux, un faux avec un point d'interrogation. On dit des catholiques seulement, alors c'est faux. Faux, faux, faux. Alors, le faux semble prendre le dessus, on verra. Oh. Donc, on va arrêter là, on a une tendance. On a une tendance. Eh bien, en fait, pendant les premières décennies de la Nouvelle-France, autant les Français protestants que les Français catholiques pourront venir s'installer en Nouvelle-France. Champlain, semble-t-il, était protestant. Mais lorsqu'il y aura la guerre de religion, la guerre des religions en France, avec la montée des Huguenots, du protestantisme, donc à partir sous Louis XIV, il y aura seulement les Français catholiques qui pourront émigrer, qui pourront venir s'installer en Nouvelle-France, parce que le roi avait peur que les Français protestants s'allient avec l'Angleterre, l'Angleterre qui était en train de s'installer dans ses colonies en Nouvelle-Angleterre. La population s'y développait plus rapidement qu'en Nouvelle-France, et donc le roi de France avait peur que s'il y avait des protestants français qui viennent s'établir, ils se mettraient du côté des Anglais si jamais la guerre s'en venait jusqu'en Nouvelle-France. Donc, pendant quelques années, tout au début, autant les catholiques que les Français pouvaient venir. Autant les catholiques que les protestants. Et, à un moment donné, ce n'était que les catholiques qui pouvaient venir s'installer en Nouvelle-France. Il y en a qui vont trouver des chemins détournés pour venir, mais comme en passant par l'Acadie, par l'Angleterre et le commerce, mais ils n'étaient vraiment pas nombreux. Ça, c'est important parce qu'on voit un premier moment de l'histoire où une porte était comme ouverte et là, il arrive quelque chose au niveau politique qui fait que cette porte se ferme. Et ça arrive régulièrement dans l'histoire.
Et ça a un impact, on va le voir, ça va avoir un impact extrêmement significatif sur les droits des femmes en Nouvelle-France, sous l'Empire britannique, au Québec, jusqu'à tout récemment. On va faire un gros pas en avant. On arrive à la conquête. En 1759, l'armée britannique gagne la bataille des Plaines d'Abraham et en 1763, la France cède la Nouvelle-France à l'Angleterre. À ce moment-là, l'élite, l'aristocratie va beaucoup se retourner en France, mais les colons qui sont déjà de quelques générations vont rester, le clergé va rester aussi, des entrepreneurs, des petits entrepreneurs vont rester. Donc, la plus grosse partie de la population française, d'origine française, mais qu'on appelait déjà les Canadiens, va rester. Les villes vont se développer beaucoup. Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke sont des villes qui se développent bien, rapidement. Si on voit la diapo suivante, on voit les usines qui s'installent. À Québec, il y avait des chantiers maritimes très, très importants. Et le port de Montréal qui va aussi se développer à la fin là, du 18e siècle et pendant le 19e siècle. Il y a une importante montée de la population, une augmentation de la population. Il y a des loyalistes qui arrivent après la guerre de sécession aux États-Unis, donc 1865 à peu près. Ceux qui voulaient rester loyaux à la couronne d'Angleterre s'en viennent au Bas-Canada, qui est ce qui est maintenant le Québec. Donc, une population protestante qui vient s'installer beaucoup en Estrie, hein, on le sait. L'université Bishop, là-bas, vient de ce mouvement. Mais l'économie se développe. Les Canadiens français demeurent principalement cultivateurs et ils vont devenir aussi des ouvriers dans ces usines. Si on regarde la diapo suivante, alors on voit les femmes qui travaillent dans les usines de textile beaucoup, les hommes vont travailler dans d'autres sortes d'usines. C'est aussi l'époque où il y a un exode, les gens quittent les campagnes beaucoup pour venir vivre dans les villes, trouver du travail. Ça va commencer un peu à inquiéter l'Église catholique de voir les Canadiens français qui quittent les terres, qui quittent la campagne pour venir vivre en ville. Un autre phénomène, un autre événement extrêmement important, je crois que c'est la diapo suivante. Celle-ci, c'est pour montrer quand même les conditions de vie. Ça, c'est Saint-Denis. Ce sont des photos du quartier ouvrier de Saint-Denis à Montréal. Des conditions de vie extrêmement difficiles des ouvriers. La main-d'œuvre, c'était la même chose aux États-Unis, en Angleterre. Les enfants commençaient à travailler très jeunes. Les femmes travaillaient aussi dans ces usines. C'est Saint-Denis ou Saint-Henri? Pardon, Saint-Henri, tu as raison, merci. Saint-Henri, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Saint-Denis. Merci. Alors, juste pour voir, bon, d'un côté, il y avait ce développement urbain, mais en même temps, les conditions de vie étaient difficiles. Oui, qu'est-ce qui se passe aussi pendant ce temps-là? L'immigration, le premier grand mouvement d'immigration. Alors, une question, un petit quiz. Le port canadien qui a accueilli le plus d'immigrants entre 1860 et 1910 est Montréal, Halifax, Vancouver, Toronto, Rimouski ou aucune de ces questions, aucune de ces réponses. Alors, je commence à avoir des réponses. Halifax, aucune de ces réponses. Alors, j'attends de voir. Ensuite, Vancouver, Halifax, Montréal. Oh. Aucune de ces réponses. C'est Québec. Diapo suivante, vous allez voir. C'est un moment de l'histoire que certains historiens, un historien anglophone, entre autres, a appelé le port oublié. Entre 1869 et 1889, plus de 4 millions d'immigrants arrivent au Canada par le port de Québec.
Vancouver était pas encore, était à peine un petit patelin. Les bateaux ne se rendaient pas jusqu'à Montréal. Le chenal n'avait pas encore été ouvert pour les très gros bateaux. Halifax a eu beaucoup moins d'immigrants que Québec. Et donc, des gens qui arrivent principalement d'Europe, de toutes sortes d'endroits en Europe. On voit ici là, les costumes, l'Ukraine, la Yougoslavie, tous ces pays-là. Il y a eu énormément, on le sait, d'Irlandais qui ont immigré aussi, qui sont arrivés à Québec, des Italiens, les Hongrois. Donc, cette grande diversité qui arrive d'Europe. Diapo suivante, on va avoir d'autres photos qui nous montrent ça. Hein? Alors, il y a je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont allés à Gros-Île, on part de Montmagny en bateau et on va visiter, c'était l'île de la Quarantaine à Gros-Île. C'est là où tous les gens qui arrivaient en bateau devaient passer une quarantaine, donc de 40 jours, je crois, à l'époque. C'est de là que vient l'expression, mais ça remonte il y a très longtemps. Et donc, ils étaient soignés. S'ils étaient malades, et il y en a énormément qui sont morts là. La photo qu'on voit avec des noms, c'est le mémorial des Irlandais à Grosse-Île, avec les noms connus de tous ceux qui sont décédés sur Grosse-Île. J'ai moi-même une arrière-grand-mère, Mary Wheeler, qui est arrivée avec sa famille et ses parents étaient décédés pendant la traversée. Elle était assez petite, elle avait 10 ans, elle a été adoptée par une famille québécoise et elle a toujours gardé son nom. Ils ont laissé aux enfants qui étaient adoptés, ils gardaient leur nom. Et il y avait le Immigrant Hall au port de Québec, donc là où les immigrants aussi étaient accueillis. Alors, une très grande vague d'immigration. Il y en a beaucoup qui vont ensuite continuer vers Montréal, vers Toronto. Donc, c'était l'entrée pour le Haut-Canada aussi, qui est maintenant l'Ontario. Il y en a qui sont allés vers l'ouest, les États-Unis même. Québec était le deuxième port le plus important après New York pour les immigrants en Amérique du Nord à cette époque-là. Mais il y en a beaucoup qui vont rester au Québec, surtout ceux qui sont d'origine catholique. Ils vont trouver une connexion catholique ou orthodoxe, donc il y a cette connexion au niveau religieux, ce qui était très important. Il y en a beaucoup qui vont s'installer à Montréal parce que c'est là qu'il y a du travail, qu'il y a des usines et la population va beaucoup augmenter aussi à ce moment-là. On va continuer. Prochaine diapo. La suivante encore. Alors, c'était pour retourner dans le passé. Oui, c'est bon. Maintenant, on est à la fin du 19e siècle, hein, 1890, 1900, 1910. Et là, il y a un tournant très important dans l'histoire religieuse du Québec. Avant qu'on regarde ça, je voudrais aussi partager une anecdote. Je ne l'ai pas intégrée dans le PowerPoint, mais je la trouve très importante. On entend souvent dire que les Juifs qui sont venus s'installer au Québec, en Nouvelle-France et ensuite sous l'Empire britannique, il y en a eu pendant la Nouvelle-France un peu, il y en a eu dès qu'il y a eu en fait, même avant la conquête, avaient de la difficulté à être acceptés, à s'intégrer, etc. En fait, ça, c'était pas comme ça au début. Le premier homme, la première personne de dénomination juive qui a été élu député à une assemblée politique dans tout l'Empire britannique, hein, tout l'Empire britannique, alors ça, c'est beaucoup d'endroits, c'était à Trois-Rivières. Monsieur Hart, hein, les magasins Hart qu'on connaît encore. Alors, les Hart Monsieur Hart était de New York et il était venu s'installer à Trois-Rivières juste avant la conquête, 1760 à peu près, pour participer au commerce des fourrures, entre autres. Il s'est installé là avec son épouse et ils ont eu des enfants et un de leurs enfants a ouvert le magasin Hart et c'est un de leurs fils, qui s'est présenté. Mais il n'a jamais pu siéger.
parce qu'il était dans un parti progressiste. Alors, il avait été élu par la population de Trois-Rivières, qui est en très, très grande majorité canadienne, française, catholique. Et il était dans un parti politique qui était progressiste, avant-gardiste, et le parti au pouvoir, où il y avait des anglophones et des francophones, des catholiques et des protestants, n'ont pas voulu qu'ils puissent siéger. Ils ont trouvé le moyen de réduire le nombre de députés du Parti progressiste en disant, ben, il peut pas jurer sur la Bible, il peut pas dire tout ce qui doit être dit quand on devient député, donc il peut pas siéger. Ils ont refait une élection à Trois-Rivières, il a été réélu une deuxième fois. Mais encore là, ils ont réussi à bloquer, puis là, ben, il a décidé de ne pas se représenter une troisième fois. Mais on a comme ça des mythes sur le Québec d'aujourd'hui, puis que ça serait, puis comment c'était avant. En fait, jusqu'à peu près au tournant des années 1800, début 1900, la question religieuse, elle était moins problématique. Mais là, il se passe quelque chose et ça change à la fin des années 1800, début des années 1900. Alors, j'ai ici un autre petit quiz. L'influence alors, à la fin du 19e siècle, qu'est-ce qui provoque un point tournant dans l'histoire religieuse du Québec? Est-ce que c'est l'influence des intellectuels français sur l'élite québécoise? Alors, les intellectuels français qui étaient aussi plus laïques. La montée du sécularisme, donc aussi du mouvement laïque, séparation de l'Église et de l'État en Ontario. Les pressions pour l'uniformité linguistique et religieuse au Canada suivant la Confédération. L'augmentation de la population protestante au Québec à la suite de la guerre de sécession aux États-Unis, ou toutes ces réponses, ou aucune de ces réponses. Qu'en pensez-vous? Alors, ça commence à rentrer. On a toutes ces réponses 2 fois, 3 fois toutes ces réponses. On va voir s'il y a des différences ou si ça se consolide. J'écoute Sophie. Je pense que c'est Alif qui a dit ça. Toutes ces réponses. Alors, je pense qu'on a une tendance. Exactement. Il y a tout ça qui se passe. Il y a une élite québécoise qui s'en va, qui est formée en France, qui ramène le mouvement laïque français, les idées républicaines au Québec, et ça inquiète beaucoup, beaucoup l'Église. C'est ce qui avait amené la création de l'Université Laval autour de 1850, parce que là, il y avait ce mouvement-là qui était déjà émergent, et ils voulaient créer une université laïque. Alors, très rapidement, l'Église du Québec avait demandé au pape d'autoriser une bulle papale pour créer une université catholique. Alors, l'ancien séminaire de Québec est devenu l'Université Laval. Et la même chose se passe au début des années 1900, parce qu'il y a un mouvement laïque pour créer des écoles secondaires laïques pour les filles, où il y aurait le même enseignement que pour les garçons, ce qui n'existait pas à ce moment-là. Et donc, l'Église va vite ouvrir quelques écoles secondaires de type collège classique pour les filles, mais beaucoup moins. Il y a aussi en Ontario une forte montée du sécularisme, un fort mouvement laïque de séparation de l'Église et de l'État, que les écoles publiques soient laïques et non plus religieuses. Elles étaient des écoles protestantes où il y avait les différentes dénominations protestantes, il y avait les églises catholiques, juives, alors que l'école publique devienne laïque, mais d'inspiration judéo-chrétienne, ça c'est sûr. On avait quand même gardé les écoles catholiques pour les francophones et les Irlandais. Ça s'appelait des écoles séparées. La pression pour l'uniformité linguistique et religieuse au Canada après la Confédération. Gabrielle Roy en parle dans ses livres quand elle raconte son enfance et quand elle était une jeune enseignante. Partout à travers le Canada après la Confédération, sauf au Québec, mais à l'extérieur du Québec, il y a un mouvement très fort qui dit pour avoir un pays fort, ce Canada qui vient d'être créé, il faut qu'il y ait une langue, une religion, une culture, sinon il va y avoir de la division et le pays ne sera pas fort. Il y a des très fortes pressions pour qu'à l'extérieur du Québec, les francophones, et autant que les autochtones, mais les francophones ne parlent plus français, on n'a plus le droit d'enseigner en français dans les écoles publiques et
Donc, il y a ça là, qui se passe autour. L'augmentation de la population protestante au Québec à la suite de la guerre de sécession aux États-Unis. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'Église catholique, qui était relativement souple jusque-là, elle devient de plus en plus rigide. Alors, ça, pour les femmes, ça allait relativement bien. Hein? La vie n'était pas facile, mais leurs droits étaient plus, il y avait plus de souplesse, je dirais, dans le peu de droits que tout le monde avait, elles accédaient, à un petit peu d'éducation, un petit peu de soins de santé, un petit peu de travail. Mais là, il va y avoir ce tournant et l'Église catholique va développer le mythe de l'identité canadienne-française catholique. Que le Canadien français, la Canadienne française, ce sont des gens qui vivent principalement sur la terre, sur la ferme. Il faut avoir des grosses familles. L'homme est le chef du foyer. C'est là que ce discours-là va vraiment se développer. C'était pas là avant aussi fort. La diapo suivante. Alors, l'Église, elle est très présente depuis longtemps, partout, dans le système de santé, entre autres. Grâce aux religieuses, tous les premiers hôpitaux de la Nouvelle-France et qui ont ensuite été conservés après la conquête, c'était des religieuses qui les avaient fondés, qui étaient le personnel, qui formaient les infirmières. Elles avaient leur jardin d'herbes médicinales. Donc, l'Église était très présente, surtout par le biais des religieuses au niveau du système de santé. Et dans la diapo suivante, on voit c'est surtout dans l'éducation. Pour les Canadiens français, l'Église catholique va contrôler complètement l'éducation. L'éducation relevait de l'Église catholique. Il n'y avait pas de ministère de l'Éducation à ce moment-là. Il y avait un département d'instruction publique, mais qui était un petit bureau. Les écoles étaient séparées, les filles et les garçons, à peu près partout. Et il n'y avait pas le même programme scolaire pour les filles et les garçons. C'était surtout ça. Après les premières années, là, il y avait des cheminements tout à fait différents pour les filles et les garçons. Diapo suivante. Alors, les filles apprenaient à devenir à jouer leur rôle, le rôle traditionnel qui leur était assigné en tant que mère de famille, qui allait avoir à s'occuper de la maisonnée, donc savoir cuisiner, savoir coudre et tenir un petit budget. Et les collèges classiques vont accueillir un certain nombre de garçons, mais très peu. Les garçons vont avoir une éducation beaucoup plus lire, écrire pour pouvoir aller travailler dans les usines. Ça, c'est un mouvement qui venait des États-Unis. Donc, avoir une scolarisation qui permettait à des ouvriers de savoir lire, de savoir compter, de savoir écrire de manière fonctionnelle pour être des bons ouvriers. Et il va y avoir une minorité de garçons qui vont pouvoir aller au collège classique, qui est le programme qui permettait, avec un programme qui permettait de devenir médecin, notaire ou d'entrer, de devenir un religieux. Et il y aura aussi plus tard les écoles normales où les enseignants étaient formés. Puis il y avait des écoles normales pour les garçons, puis des écoles normales pour les filles. C'était séparé. Mais donc, ça maintient vraiment les rôles traditionnels très séparés. Diapo suivante. Une famille canadienne-française pas mal typique de l'époque, entre 10 et 20 enfants. C'était comme ça, on a appelé ça, semble-t-il, la revanche des berceaux, étant donné qu'il y avait une montée, donc il y avait de plus en plus d'anglophones protestants qui venaient s'installer surtout à Montréal, avec les loyalistes qui étaient montés aussi, qui étaient venus s'installer au Bas-Canada, qui va devenir le Québec, avec l'immigration, donc en ayant des très, très grandes familles, l'Église l'Église voulait s'assurer que la population canadienne-française demeurerait majoritaire au Québec. Qu'est-ce qui explique cette domination? Mais ça, la question
c'est la même qu'on parle de n'importe quel. Ça, peut-être qu'on pourra en discuter à la fin. Moi, je prends l'exemple de l'égalité ou des inégalités entre les hommes et les femmes. Et au Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Puis on va voir qu'on va s'en sortir, là, mais ça a pris du temps. C'est toujours de vouloir dominer, de vouloir garder des privilèges. Alors, derrière tout ça, il y a des groupes qui ont des privilèges et pour pouvoir conserver leurs privilèges, ils vont manipuler le discours, ils vont manipuler les structures, ils vont manipuler la culture. Alors, ça. Diapo suivante. L'alternative pour les femmes qui ne voulaient pas se marier et avoir autant d'enfants, ben, c'était soit de devenir religieuse ou infirmière ou enseignante. Mais en fait, à moins d'être religieuse, une femme jusqu'au début des années 60 au Québec, jusqu'à 1960, un petit peu après 1960, une femme qui était enseignante et qui se mariait, en se mariant, devait arrêter d'enseigner. Elle ne pouvait plus enseigner. Et pour être infirmière, c'était la même chose. Donc, une fois qu'on se mariait, ben là, il fallait avoir des enfants, puis on restait à la maison. Ça a duré jusqu'à peu près, en fait, jusqu'à, on va le voir là, un peu plus tard, ça va durer à peu près jusqu'à la création du ministère de l'Éducation et la réforme, la grande réforme de parents qu'on appelle, là, mais en fait qu'on pourrait appeler la formation, parce qu'il n'y avait pas de système d'éducation en tant que tel au Québec avant ça, pas de système d'éducation universel. Alors ça, c'était la réalité. On continue, prochaine diapo. Et là, au début des années 1900, pardon, excusez-moi, il y a le mouvement des suffragettes un peu partout en Occident, des femmes qui demandent le droit de vote, que les femmes puissent voter, qu'elles puissent retrouver ce droit de vote qu'elles avaient eu et qu'elles avaient perdu. Robertine Berry, j'ai écouté son histoire récemment, c'est enregistré sur audio, Radio-Canada, l'application audio, c'est dans les conférences, les présentations de Serge Bouchard sur les grands disparus, je crois que ça s'appelle. Mais Robertine Berry, dont la mère était canadienne-française et le père était irlandais, et elle va être la première femme journaliste dans un journal de langue française, La Patrie. Donc, ça, c'était au début des années 1900. Idola Saint-Jean, Marie Gérin-Lajoie, des femmes qui seront porteurs de ce mouvement qui commence à prendre forme au Québec aussi pour le droit de vote des femmes. Des diapos suivantes. En 1940, les femmes du Québec sont les dernières du Canada à obtenir le droit de vote. Partout ailleurs, dans toutes les autres provinces du Canada, les femmes ont déjà obtenu le droit de vote. Les femmes du Québec seront les dernières à l'obtenir en 1940. Et là, c'est une photo de... Est-ce qu'il y en a qui la reconnaissent à droite? Si vous le mettez dans le chat, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent? Aline Desjardins, c'est ça. Femmes d'aujourd'hui, une émission qui a marqué les femmes de l'âge de ma mère qui est décédée il y a 2 ans à 93 ans. Donc, Femmes d'aujourd'hui, qui était un magazine à Radio-Canada où elle parlait de mode, de ce qu'on l'autorisait à parler, mais elle faisait entrer dans toutes ses chroniques, dans tous ses sujets, elle faisait entrer aussi une éducation des femmes sur leurs droits, comment elles pouvaient améliorer leur situation, l'éducation des enfants, la santé, etc. Diapo suivante. En 1943, le Québec est la dernière province du Canada à adopter l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Jusque-là, l'instruction n'était pas obligatoire. On n'obligeait pas les parents à ce que leurs enfants aillent à l'école. En 1943, la loi sera passée qu'au Québec, les enfants doivent fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près jusqu'à la 9e année. Ça allait jusqu'à la 9e année, l'obligation scolaire. Diapo suivante.
Alors, une classe de garçons, mais on voit toujours cette présence le système scolaire était encore sous la responsabilité de l'Église catholique pour le système catholique. Vrai ou faux? Au début des années 60, le Québec est la province du Canada où le niveau d'instruction est le plus bas au pays. Ouais. C'est ça. En fait, avec tout ce qu'on vient de voir, en effet, on dit, les statistiques de l'époque montrent que les Canadiens français, à travers le Canada, sont ceux qui ont le niveau d'instruction le plus bas de tous les Canadiens et la très grande majorité des Canadiens français se trouvent au Québec. Il y avait une question, là, par exemple, oui. Je peux revenir, oui. Il y a une question qui dit, y a-t-il une raison pour laquelle le Québec est en retard? La mainmise de l'Église catholique qui croyait que être trop instruit, c'était pas une bonne idée. C'est une des grandes différences entre la tradition catholique et la tradition protestante. On peut faire une toute petite parenthèse. Chez les protestants, très tôt, une des différences avec les catholiques, c'est que dans la tradition protestante, chaque individu doit pouvoir lire la Bible lui-même ou elle-même. Les gens doivent être capables. Et d'où l'invention de l'imprimante et qui a servi à imprimer des Bibles pour pouvoir permettre aux protestants de lire eux-mêmes la Bible et d'être autonomes jusqu'à un certain point, beaucoup plus autonomes dans leur développement spirituel, religieux et leur vie quotidienne. Alors que l'Église catholique, non seulement c'était en latin et c'était les prêtres, c'était le clergé qui était autorisé à lire et à interpréter et donc à contrôler. C'était une manière de contrôle et c'était aussi une croyance que c'est trop d'instruction, c'est pas bon. Puis pendant très longtemps, vous savez, il y avait le ministre des Finances du Québec a pendant longtemps été un anglophone parce qu'on croyait que ce qui concernait l'argent, c'était le diable. Chez l'Église catholique disait trop d'argent, toutes les affaires d'argent, c'est le diable. Alors, vraiment une Église catholique très, très... mon Dieu. C'est contrôlante, mais arriérée. Hein? On peut le dire aujourd'hui, mais jusqu'aux années 50, 60, dire quelque chose comme ça, on ne pouvait pas dire ces choses-là. Ce que le prêtre disait, c'était la vérité. Et puis, on va le voir. D'ailleurs, les premières femmes qui ont essayé les premières Canadiennes françaises, les premières francophones, qui ont travaillé pour obtenir le droit de vote des femmes, elles faisaient attention à ne pas être identifiées aux protestantes. Elles devaient garder leur distance parce que sinon, l'Église catholique elles auraient été montrées du doigt du haut de la chair. Ça fait pas longtemps, ça. C'est il y a 2 générations. Moi, je suis allée à l'église avec le prêtre là, qui disait quoi faire puis quoi pas faire. Là. Puis la messe qui était en latin. J'ai vécu le moment où on est passé du latin au français. La messe était en latin. Personne ne pouvait comprendre, sauf ceux qui avaient étudié le latin. Hein? On réalise pas le chemin qui a été parcouru puis que ça fait tellement pas longtemps qu'on s'en est sorti. Alors ça, c'est un début là, d'ouverture sur la pensée québécoise actuellement et une certaine résistance face au contrôle des clergés. Il y a une histoire très récente là, qui, lorsqu'on la connaît, ça permet de mieux comprendre. Alors, au début des années 60, le Québec est la province du Canada où le niveau d'instruction est le plus bas au pays. Qu'est-ce qui arrive? Alors, diapo suivante. On va voir, oui, c'est vrai, j'ai quelques statistiques pour vous montrer. Seulement 65% des enfants qui sont âgés de 13 à 16 ans fréquentent encore l'école, vont encore à l'école. 65%. De nos jours, on se dit, mais c'est 100% ou 95%, là, 98% jusqu'à 16 ans. C'est le 3e secondaire, 4e secondaire. L'école secondaire n'est pas finie.
Moins de 15% des enfants francophones, presque tous catholiques, il y avait très, très, très peu de francophones protestants jusqu'à assez récemment. Donc, moins de 15% des enfants francophones terminent le secondaire, qui était une 11e année, comparativement à 36% des enfants anglophones. Et seulement 7% des garçons et 1,5% des filles francophones fréquentent l'université, se rendent à l'université. Ça, c'est au début des années 60. J'avais 5 ans. Diapo suivante. Une très belle citation d'Abdul-Baha. Voyez en l'homme une mine riche en gemmes d'une valeur inestimable, mais seule l'éducation peut révéler les trésors de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. L'éducation, c'est la clé de l'émancipation, du développement individuel, du développement communautaire, du développement sociétal. C'est la clé à l'égalité, c'est la clé à l'ouverture des esprits pour pouvoir être au service des gens autour de nous. Ça, c'est la vision Baha'i. Et ce qui est intéressant, parce qu'au début des années 60, l'éducation va changer le Québec. Diapo suivante. Alors, vous avez peut-être entendu parler, certains, les plus vieux plus, les plus jeunes peut-être un peu moins, mais Maurice Duplessis a été premier ministre du Québec avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Et il était très, très traditionnaliste. Il était contre le droit de grève des travailleurs, il était contre le développement de l'éducation, il ne voulait pas que la scolarisation soit obligatoire à passer 14 ans. Et il meurt subitement. Attendez, je vais aller voir mes notes parce que je n'ai pas une mémoire, moi, pour... En 59. Il meurt subitement en 1959 et bon, il y a un autre premier ministre qui est élu qui meurt, lui aussi, pas longtemps après, mais finalement, Jean Lesage arrive au pouvoir. Il est d'un parti plus progressiste. Et là, c'est le moment de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. On parlait de l'époque, on parle de l'époque au niveau historique, là, de l'époque où Maurice Duplessis était premier ministre du Québec. On parle de la Grande Noirceur. Et ensuite, on est passé à la Révolution tranquille. Le Québec a changé fondamentalement en à peine 10-20 ans. Il y a naturellement la construction des grands barrages électriques pour fournir de l'électricité et c'est nationalisé. Le développement d'Hydro-Québec. Alors, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place pour permettre au Québec de se développer au niveau de l'économie. Des choses qu'on connaît aujourd'hui, attendez, le plan de pension du Québec, ça date de cette époque-là. Le fonds d'investissement, le grand fonds d'investissement du Québec. Là, moi, j'ai mon texte en anglais parce que je l'avais présenté en anglais à l'époque. Alors, c'est un moment où le gouvernement crée les moyens pour permettre au Québec de développer son économie. Mais aussi, une des emphases, et ça va être sur la diapo suivante, il va y avoir la commission d'enquête, la commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, qu'on a connue sous le nom de commission Parent et qui a déposé en 1963 le rapport Parent. Ça, je dirais que c'est même pas un changement de chapitre dans le livre de l'histoire de la province de Québec au niveau de l'évolution sociale et du droit des femmes, c'est un changement de livre. Ce qui va se passer rapidement, donc, bon, alors c'est intéressant, on a sur la photo, ce sont les membres de la commission Parent. Monseigneur Parent, c'est celui qui préside donc cette commission, c'est le plus petit dans le milieu. Et il y avait une seule femme qui en était membre, qui était religieuse. Il y a un
un des membres qui vit toujours, c'est Guy Rocher. C'est le deuxième à partir de la droite. Là, si on part de droite pour aller vers la gauche, le deuxième, assez grand, juste à côté de Imelda. Je crois que c'était son prénom, la religieuse. Donc, M. Guy Rocher est toujours vivant. Il est toujours professeur. Il a 91 ans ou 92 ans. Il est professeur. C'est un des grands sociologues du Québec. Et il était donc membre de cette commission. La commission va déposer son rapport. Elle va, donc, suite à ça, il va y avoir la création du ministère de l'Éducation en 1964. Il n'y avait pas de ministère de l'Éducation au Québec jusque-là. Il y en avait dans les autres provinces, mais il n'y en avait pas au Québec. La fréquentation obligatoire scolaire va monter à 16 ans. Tous les programmes vont être revus et il va y avoir les mêmes programmes scolaires pour les filles et les garçons. La formation des enseignants va passer des écoles normales aux universités pour qu'elles se rapprochent des connaissances scientifiques, hein, de la recherche et des connaissances scientifiques. Puis là, moi, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne vois pas là avec la petite bande. Oui, Claire, il y a, oui. Après révision fondamentale du régime d'études primaires et secondaires et maternelles gratuites pour tous. Voilà. Alors, c'est pour ça, en fait, Lise Bissonnette, qui est une des grandes journalistes du Québec, elle disait qu'on ne devrait pas dire la réforme parent, on devrait dire la forme. On a vraiment formé le système d'éducation du Québec suite au rapport parent parce qu'il n'y en avait pas. L'Église catholique avait les écoles pour les francophones catholiques, puis elle avait aussi les écoles pour les anglophones catholiques. Il y en avait beaucoup, les commissions scolaires anglophones catholiques, francophones catholiques, et les commissions scolaires protestantes étaient gérées d'une autre manière. Elles ne dépendaient pas de l'Église. Elles étaient associées à l'Église protestante, mais beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendantes. Donc, il va y avoir là, le système scolaire qu'on connaît aujourd'hui, ça date de cette époque-là. Elle n'a jamais été complètement mise en place. Non, lis pas les questions, Claire. Concentre-toi sur ton discours. Je te dirai les questions plus tard. OK, d'accord. OK. Donc, la maternelle. Quand mon mari et moi, on est déménagé au Nouveau-Brunswick en 1995. Les maternelles existaient au Québec depuis à peu près, maternelle publique, ça devait être 1967-68, dans ces eaux-là. Et quand on est arrivé au Nouveau-Brunswick en 1995, la maternelle 5 ans, demi-journée, venait d'être implantée. Gratuite, la maternelle gratuite pour les enfants de 5 ans, seulement la demi-journée. Et il y avait beaucoup de résistance, il y avait beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Mais donc, de ce côté-là, il y a quand même, donc de la maternelle jusqu'à la 6e année, l'abolition de la 7e année, hein, ça se faisait graduellement une année après l'autre, le secondaire 5 ans et les cégeps. Donc, ça faisait partie des recommandations du rapport parent. Diapo suivante. Selon la Commission parent 1964, il est nécessaire de démocratiser le système d'éducation du Québec, d'établir la gratuité scolaire, c'était pas gratuit, et d'augmenter l'accès à l'école à tous les enfants sans distinction de classe sociale, de race ou de religion. Et il disait aussi de promouvoir une nouvelle conception du rôle des femmes. Alors, le grand changement qui s'est passé depuis à peu près 1965 jusqu'à aujourd'hui par rapport aux droits des femmes au Québec, ça date de cette vision que les membres de la commission parents avaient et qui a fait consensus assez rapidement dans la société. Donc, je continue. Il y a une question que j'ai vue ici. Pourquoi on a créé des cégeps seulement au Québec? Parce que c'est une création du Québec. Dans les autres provinces, il y a ce qu'on appelle les community colleges, les collèges communautaires, mais ils sont différents des cégeps parce qu'ils sont uniquement techniques. La vision que les membres de la commission parents avaient et qui a été reprise par la suite, on écourtait d'une année le cursus primaire secondaire. On créait
une institution, un niveau, le cégep, gratuit, qui durait 2 ans ou 3 ans selon qu'on faisait une formation générale menant à l'université ou 3 ans pour une formation professionnelle. Et une partie des cours, tous les étudiants seraient ensemble pour partager cette culture générale. Parce qu'il y avait une vision très humaniste. Hein, la commission parents et tout le mouvement, il y avait un très fort mouvement au Québec à ce moment-là d'une vision humaniste de l'éducation et que quel que soit le métier qu'on pouvait avoir et le rôle qu'on pouvait occuper, ou tout le monde partageait avec les cours de philosophie, les cours d'éducation physique, il y avait des cours de base qui étaient ensemble. Et puis ensuite, il y avait la partie soit formation technique pour un diplôme technique au bout de 3 ans ou la formation générale menant à l'université. Et ça, c'est au Québec que ça s'est créé. C'est une idée originale. Ils étaient allés voir qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant un peu partout en Europe et puis aux États-Unis. Mon père travaillait au ministère de l'Éducation à ce moment-là. Il allait travailler au ministère de l'Éducation. Il était en éducation. Et c'est ça, ils étaient allés voir qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir d'intéressant. Puis ils ont donc créé les cégeps. Et ce concept-là, ce modèle est repris actuellement dans plusieurs pays d'Afrique. Aux États-Unis, ils trouvent ça très intéressant. Donc, ça, voilà. Création d'un réseau de 60 cégeps gratuits, les cégeps qui sont partout sur le territoire. Les jeunes n'ont plus besoin, après le secondaire, de quitter leur maison pour aller étudier dans une université, dans une grande ville. Il n'y avait pas d'université dans les petites villes. Donc, le cégep, il est partout sur le territoire. Les jeunes peuvent rester chez eux. C'était gratuit, c'est quand même encore relativement peu cher. Donc, ça permettait aux jeunes de continuer leur éducation un peu plus avancée, on pourrait dire comme pré-universitaire et aussi professionnelle. Et la prochaine diapo. C'est à ce moment-là aussi qu'on a créé le réseau des universités du Québec. Il y avait que des universités, d'anciennes universités catholiques ou protestantes. McGill, c'était protestant, Bishop était catholique, Laval était catholique, les universités de langue française étaient catholiques. L'État va créer un réseau de 8 universités publiques à travers la province, les universités du Québec, une université à distance. Et le Québec est aujourd'hui, a été pendant longtemps la province où les droits de scolarité étaient les moins élevés au Canada. Et actuellement, c'est le 2e plus bas au Canada, après Terre-Neuve, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est ça. Donc, vraiment de rendre les études postsecondaires aussi beaucoup plus accessibles. Diapo suivante. Alors, l'impact de tout ça sur l'ensemble de la population. Ce qui est très important de savoir aussi, c'est que là, l'Église catholique n'a plus la maîtrise du système d'éducation. Les commissions scolaires sont restées dénominationnelles jusqu'à relativement récemment parce que c'était dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, ça prenait un projet de loi pour modifier ça, ce qui a été fait en 97, je crois, pour le Québec. Il y en avait aussi à Terre-Neuve, le mot Québec, et c'est devenu linguistique. Mais quand même, c'était l'État, le ministère de l'Éducation et le gouvernement qui géraient les écoles. En 2018, on a un taux de diplomation au secondaire de 87 % au Québec. 50 % de la population possède un diplôme d'études postsecondaires à cause des cégeps, qui sont gratuits. Les filles ont atteint l'égalité intellectuelle. Alors ça, on a une reconnaissance de l'égalité intellectuelle des filles. Elles n'ont pas accès à toutes les formations encore aujourd'hui, mais au moins le principe est reconnu. Et le lien entre l'origine socio-économique des parents et la réussite scolaire des enfants était disparu jusqu'à tout récemment. Dans les recherches en socio-économie de l'éducation, depuis les années 65-70, il y avait des grandes études qui avaient démontré que selon l'origine socio-économique des parents, on pouvait prédire le niveau de scolarisation des enfants et ainsi de suite, leurs revenus, etc. Au Québec, le lien entre l'origine socio-économique des parents et la réussite scolaire était disparu jusqu'à peu près aux années 95. Et comme à d'autres endroits dans le monde, comme la France, en ce moment, c'est en train de revenir.
Donc ça, c'est un autre sujet, là, mais le retour d'une iniquité sociale dans les systèmes d'éducation publique. Prochaine diapo. Voilà. Alors, voilà où on est rendu. Bon, j'ai pas parlé de la place des femmes sur le marché du travail, des diplomations, etc. Ça, c'est bon. On en entend peut-être plus parler dans les médias. On sait que au Québec, les femmes ont accès à l'éducation dans les universités. Elles ne sont pas partout. Et ça prend des analyses un peu fines pour voir où est-ce qu'elles sont et où est-ce qu'elles ne sont pas. Les filles réussissent, oui, un peu mieux à l'école secondaire que les garçons. Elles décrochent un peu moins, mais c'est très fragile parce qu'il y a eu des moments où les filles avaient commencé il y a quelques années. Je travaillais avec un groupe de recherche parce qu'on constatait qu'il y avait une augmentation du décrochage scolaire chez les filles. Finalement, après ça, bon, ça s'est restabilisé et parallèlement à ça, la réussite scolaire des garçons s'améliorait aussi. Mais les femmes au Québec gardent leur nom en se mariant. Ça existe nulle part ailleurs au Canada, aux États-Unis. Les gens sont tout surpris quand ils constatent ça, mais ça aussi, ça fait partie de l'évolution du droit des femmes mais au Québec, etc. Je pourrais dire juste avant qu'on passe à l'échange, à la discussion, aux questions, c'est là qu'on serait rendu. Je lisais aujourd'hui qu'on en avait entendu parler, mais là, il y a des données qui sortent et qui nous montrent que la pandémie a eu un impact beaucoup plus négatif sur la présence des femmes sur le marché du travail que sur les hommes. Entre octobre 2019 et octobre 2020, 70% des personnes qui ont perdu leurs emplois sont des femmes. Pour presque 70. Je pense que c'est 68,7. Alors, presque 70% des personnes au Québec qui ont perdu leur emploi, ce sont des femmes pour 30% d'hommes. Et il y a des secteurs où les femmes, le secteur manufacturier, il y a des femmes qui ont perdu du travail alors que la proportion d'hommes a augmenté. Alors ça aussi, c'est pour dire qu'il faut toujours continuer à faire attention et à se poser des questions. Alors en 2020, quels progrès sont encore à faire pour l'égalité des femmes et des hommes au Québec? Complètement ouvert comme échange et je laisserai peut-être Lise animer ça. Et puis si aussi il y a des questions qui avaient été posées ou des remarques, là c'est un moment de conversation. Exact, c'est lancé. Alors, merci beaucoup, Claire. Vraiment, c'est très, très, très instructif d'avoir ces repères historiques parce qu'effectivement, les repères historiques nous aident à comprendre la réalité d'aujourd'hui. On pourrait peut-être fermer la présentation pour voir en grand plan clair. Et aussi, oui, c'est vrai, merci. Donc, ce que je trouve intéressant aussi, Claire, avant la période d'échange, c'est que dans la foi Baha'i, on a différents principes importants et ce soir, ils sont à l'écran présentement et ce soir, on a abordé au plan historique puis au plan du contexte québécois l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Je vais me faire un plaisir de les lire. Alors, peut-être une première question pour briser la glace, même si on a brisé la glace avec la professeure qui nous a interpellés sur des questions. Pensez-vous que la réforme Parent a lancé le mouvement de la promotion de l'égalité de l'homme et de la femme au plan institutionnel au Québec? C'est une question ouverte, hein, c'est ça? C'est une question pour toi. Ah, pour moi, OK. Oui. Peux-tu répéter la question juste pour le mot du centre? Alors, pensez-vous que la réforme Parent a lancé le mouvement de la promotion de l'égalité de l'homme et de la femme au plan institutionnel au Québec? Je crois qu'elle ne l'a pas lancé, mais elle l'a très, très fortement appuyé. Elle l'a rendu possible par l'éducation. Sans l'éducation, c'était absolument impossible. Tant que les femmes n'avaient pas accès à la même éducation que les hommes, et tant qu'à y être de toutes les façons, tant que la plus grosse partie de la population du Québec, canadienne, française, n'avait pas accès à une éducation moderne,
cette évolution-là ne pouvait pas se passer, mais c'est sûr que la réforme parents et la création du système d'éducation qui au Québec, gratuit, universel, de très haute qualité. Hein, ça aussi, c'est moins connu, mais quand on regarde les résultats des élèves québécois aux enquêtes en sciences, en langue et en mathématiques à travers le monde avec l'OCDE, ben, la province de Québec est pas mal toujours dans le peloton de tête, un petit peu en avant, un petit peu en arrière des 4-5 premiers, là, mais ça, on n'en parle pas souvent. Là. Mais donc, un très bon système d'éducation, un système d'éducation aussi qui se remet régulièrement en question, ça c'est intéressant, donc qui essaye de se renouveler, des fois peut-être pas assez à notre goût, là, mais ça avait commencé avant, ça avait commencé je dirais vers la fin des années 1800 puis début des années 1900 avec le mouvement, un mouvement, bon, occidental que je connais. Là. Il devait se passer d'autres choses ailleurs, mais le mouvement occidental là, pour les droits des femmes. OK. Merci. J'ai pas de questions spécifiques, Claire, mais je pense que j'ai une petite pression pour ouvrir les caméras. Et comme on l'a mentionné, c'était pour permettre une plus grande bande passante. Donc, je vais laisser Soël peut-être décider quand ouvrir les caméras. Une question d'Olga. Dans le livre Les filles de Caleb d'Arlette Cousture, nous pouvons observer le changement du rôle des femmes dans un Québec qui se transformait aussi. Qu'en penses-tu? Oui, ben c'est ça, c'est l'époque juste avant la commission d'enquête. Hein, il y avait encore ça bouillonnait. Bon, Arlette Cousture se base un peu sur l'histoire. En même temps, c'est un roman. Mais c'est ça, il y a eu la Première Guerre. On sait que les guerres apportent toujours, ça brasse beaucoup d'affaires. Les femmes sont appelées à plus aller sur le marché du travail pendant que les hommes sont dans les armées. Puis là, bon, quand la guerre est finie, les hommes reprennent les emplois puis on ramène les femmes au foyer. Mais il y a des choses qui se sont passées, fait que les pensées évoluent. Ouais. Il y a une petite erreur hein, dans les filles de Caleb que mon père m'avait fait remarquer. L'inspecteur d'école qui est célibataire, mon père m'a dit qu'on ne pouvait pas être inspecteur d'école si on n'était pas marié parce que les inspecteurs d'école se promenaient et allaient voir les institutrices rurales. Hein, ils devaient inspecter, évaluer, aller voir les écoles rurales. Alors mon père m'avait dit non, ça se peut pas. Il fallait être marié pour être inspecteur d'école. Une question spontanée, Claire. Est-ce que tu crois qu'on a atteint l'égalité homme-femme au Québec, vu qu'on a parlé beaucoup du Québec aujourd'hui? C'est ça. Moi, ce soir, je parlais que du Québec. Non, on n'a pas atteint l'égalité. Pas encore, non. Ça s'en vient, ça progresse bien. Mais on le voit, là, comme la pandémie actuellement. Bon, je vois Elisabeth qui vient de faire le commentaire sur la violence envers les femmes. On voit à quel point c'est encore très fragile et que la situation économique est encore, c'est encore tous les couples où les deux travaillent, il y en a combien où avec le télétravail, il y en a combien là, que c'est la femme qui a laissé son emploi parce que ou que des promotions qu'elle aurait pu avoir si l'année avait été normale, elle aurait continué, mais là, elle peut plus. Ce sont les femmes qui s'occupent encore principalement des enfants, des devoirs, du médecin, du dentiste, tout ça, ça n'a pas encore changé. Pas de manière statistiquement significative. Là. C'est sûr qu'il y en a qui font ça change tranquillement, mais. Et puis, il y a des populations aussi où c'est beaucoup plus fragile. Alors, le Québec, maintenant, est très diversifié. Il y a une diversité. Il est diversifié à toutes sortes de points de vue. Il y a les villes, il y a les grosses villes, les petites villes. Il y a il y a Montréal et les régions, comme on dit. Alors, il y a la région de Montréal, puis ensuite, il y a les régions éloignées, il y a les villes de taille moyenne. Il y a les personnes qui immigrent, qui sont de première, deuxième ou troisième génération d'immigration. Il y a les Autochtones. Alors, on sait que il y a encore beaucoup de travail à faire.
Il y a une personne qui a levé la main, mais le nom n'est pas identifiable dans la liste des participants. Alors, je vais juste dire à la personne qui s'appelle NJZE5G qui a levé la main pour poser une question, si elle veut bien ouvrir son micro et poser la question. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais je vois une main levée dans la liste des participants. Donc, c'est Puis j'inviterais aussi toute personne. Je veux dire, je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes qui sont, qui sont là ce soir, là, qui ont beaucoup, qui ont aussi étudié, travaillé sur la question là, des droits des femmes et des hommes. Donc, Claire, c'est moi qui ai posé une question, c'est Daniel. OK. OK. La question, je vais te demander pourquoi la difficulté des femmes de couleur, OK, des femmes nouvellement arrivées au Québec, ont tellement de difficultés à faire reconnaître leurs études universitaires. Pourquoi c'est si difficile pour elles? Bon, ben ça c'est sûr que c'est tout à fait dans mon domaine. Alors, tout dépend. Hein. Premièrement, on ne peut pas généraliser. Ça dépend où ces personnes ont fait leurs études. On sait que dans les pays, une des grandes difficultés, il y a différentes situations qui peuvent arriver. Bon, une des difficultés qui a été vécue beaucoup, c'est au moment, pour donner un exemple, lorsque l'URSS existait encore, il y avait des gens qui se sauvaient du l'URSS et qui arrivaient, entre autres, au Québec, et ils n'avaient pas pu apporter leur diplôme avec eux, ils n'avaient aucune preuve de leur scolarisation, et il y avait donc au niveau de au ministère de l'Éducation, il y a un bureau là, qui travaille sur la reconnaissance des diplômes, des équivalences. Et là, ils mettaient une équipe en place pour essayer d'aider la personne à se faire envoyer des documents ou, si ce n'était pas possible, à passer des examens, etc., pour faire évaluer. Ça, c'est un type de situation. Donc, si on a dû quitter et qu'on n'a rien pu apporter avec soi, les femmes qui arrivent comme réfugiées, qui n'ont rien pu apporter avec elles, qui n'ont pas de preuves, alors là, c'est sûr que ça peut être long. L'autre chose, dans les pays arabes musulmans, il y a une grosse partie du programme à l'université, dans plusieurs pays musulmans, qui est l'étude du Coran, qui est obligatoire. Donc, on ne peut pas reconnaître nécessairement un diplôme, par exemple, qui aurait au Québec 3 années. Ben, les 3 années dans un pays où il y a une année complète qui a été l'étude du Coran, ben, dans les équivalences de diplômes qui sont fines, où on va voir les cours qui ont été suivis, etc., ça, on ne peut pas donner une équivalence directe. Alors, il y a des bouts qui sont reconnus, puis d'autres bouts, ben, il faut faire une mise à point. Fait que ça dépend là, d'où elles arrivent. Est-ce qu'elles ont leur diplôme avec elles? Est-ce que c'est des diplômes pour lesquels il y avait eu des tables de concertation puis il y a déjà des équivalences automatiques de reconnus? Ou est-ce que c'est des diplômes pour lesquels on n'avait pas encore eu d'entente inter-État, donc intersystème? Alors, il faut faire du cas par cas à ce moment-là. Mais souvent, ça vaut la peine d'être patient. Quand tu dis entre États, tu veux dire entre pays, une entente qui doit être faite avec le Québec ou avec le Canada? Le Québec. L'éducation est de juridiction provinciale au Canada. OK. Donc, c'est avec alors, le Québec. Une entente doit être faite avec le pays pour qu'il y ait plus de facilité à avoir l'équivalent ici. Oui, ben, c'est ça. Ça, c'est des démarches intergouvernementales. Donc, dans la francophonie, ça couvre pas mal de pays, par exemple. J'ai une question claire et c'est relié au concept d'égalité. On se pose la question si le concept d'égalité est encore pertinent. Donc, est-ce qu'on doit plus parler d'égalité ou de complémentarité? Ben, je crois, je sais pas ce que là, c'est une opinion, hein, on y va avec une opinion personnelle. L'égalité est première et ensuite vient la complémentarité. Mais l'égalité, c'est un principe de base. Dans les écrits, il y a des... J'avais trouvé des très, très beaux textes. Je les avais pas mis dans mon PowerPoint, mais quand, par exemple, dans les écrits bahaïs, on dit que Dieu ne voit, aux yeux de Dieu, il n'a aucune différence entre l'homme et la femme.
c'est l'égalité. Ça, il dit pas, oh, il y a une belle complémentarité. Excusez-moi. Hein, c'est l'égalité. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Et ensuite, ben, il peut y avoir complémentarité, mais il faut faire attention à ne pas se cacher en arrière de la complémentarité pour justifier des inégalités. Ouais. Là, ça, c'est mon opinion. Là, c'est clair la pointe. Là. En lien avec ça, comment se caractérise ou se distingue le principe de l'égalité dans la communauté Baha'i? Excuse-moi, peux-tu répéter? Oui, comment se caractérise ou se distingue le principe de l'égalité dans la communauté Baha'i? Ah, c'est drôle, hein? J'aurais comme envie de dire ça veut dire qu'au départ, dans la communauté Baha'i, chaque individu doit regarder tout être humain comme étant un être humain, pointe à la ligne. Pas un homme, une femme, un noir, un blanc, un grand, un petit, un gay, un queer, un être humain. Parce que je pense qu'on peut prendre l'écrit, je pense personnellement, ma réflexion est là actuellement, que ce que Baha'u'llah nous dit, le fondateur de la foi Baha'i, ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes des êtres humains avec une âme et que le reste, il est très secondaire. Notre identité, elle est spirituelle et nous sommes tous égaux au niveau spirituel. Puis ça, là, c'est le départ de tout. Donc, il ne peut pas y avoir d'inégalité. Et ensuite, chaque individu, on est tous différents. La grande diversité, elle n'est pas entre les hommes et les femmes, elle est à l'intérieur de toutes les femmes, puis à l'intérieur de tous les hommes, puis à l'intérieur de tout ce qui est entre les deux. Et la culture est tellement, nous influence tellement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a d'inné chez les femmes et les hommes parce qu'on est tellement influencé par la culture. Merci. J'ai manqué une question, Claire. Je vais revenir. Quels seraient les attributs féminins qui feraient des femmes des leaders égaux, mais non identiques aux hommes, pour régler ensemble les problèmes de la guerre et de la menace et de les menaces environnementales de nos jours? C'est un peu les couleurs qui se fondent. Hein? Là, je parlais de la culture tout à l'heure. La culture fait que dans beaucoup de cultures, les femmes vont être plus d'une certaine manière, puis les hommes vont être plus d'une autre manière. Donc, dans mon domaine, en éducation, on confie beaucoup la gestion des ressources humaines aux femmes, puis la gestion des finances aux hommes. Ça, c'est des stéréotypes. C'est basé sur la culture puis les traditions. Des hommes peuvent être très, très, très compétents au niveau du relationnel, parce que c'est dans leur essence, dans qui ils sont comme individus. Puis des femmes peuvent être très, très compétentes en finance. Fait que par rapport à la guerre et puis aux femmes leaders et aux hommes leaders, moi, je voudrais beaucoup que d'autres personnes s'expriment à ce sujet-là, mais personnellement, je ne crois pas que c'est distinct comme groupe. Il n'y a pas de... La culture fait que les femmes ont développé dans beaucoup de cultures le relationnel. Et les hommes l'ont moins développé. Il y a des recherches scientifiques là, qui démontrent que c'est de naissance. Là. Il faudrait prendre des bébés dès la naissance puis les mettre dans des laboratoires avec des groupes contrôle, etc. Sinon, ben, c'est la culture. Autre question. Est-ce que l'égalité est atteinte quelque part dans le monde? Devrait-on parler plus d'équité? Ben, l'équité et l'égalité, c'est des concepts différents. L'équité mène à l'égalité. Donc ça, c'est très important. En effet, on peut dire que de nos jours, on a peut-être plus une équité, c'est-à-dire qu'il y a des chemins qui ont été, il y a des lois qui ont été adoptées, des structures qui ont été mises en place dans beaucoup de pays pour atteindre l'égalité. Alors l'équité, c'est comme un chemin vers l'égalité. Donc oui, on pourrait dire qu'à beaucoup d'endroits, il y a une certaine équité, puis un petit peu d'égalité, puis qu'il y a encore du travail à faire des deux côtés. Et
Ouais. Mais là, ce qui arrive en ce moment dans le monde, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une remontée des inégalités sociales qui est très, très forte. Il y a un retour des classes sociales, il y a un retour de la reproduction sociale dans des endroits dans le monde où c'était presque disparu. Et là, c'est plus mélangé, les garçons, les filles, comme par exemple en éducation, vont être pris un peu autant dans ce retour des inégalités sociales-là. Merci. Il y a Mouniré qui voudrait poser une question. Alors, Mouniré, à toi la parole. Peut-être ouvrir ton micro, Mouniré. OK, maintenant, vous m'entendez? Très bien. OK. Ma question, c'est peut-être un peu hors de sujet. Mais puisque tu es au milieu de l'université, je te pose. Vous savez qu'en Iran, les étudiants, les Bahreïns n'ont pas le droit d'aller à l'université, mais ils ont fait leur propre université. Et dans certains pays, ils acceptent leur diplôme pour pouvoir continuer. Est-ce que tu sais, premièrement au Canada, quelles sont les universités qui acceptent ce diplôme dans d'autres pays, par exemple? Oui, j'ai entendu parler. Je connais des gens au Québec, des professeurs d'université qui collaborent à ce projet-là depuis plusieurs années. Donc oui, puis je pourrais pas dire actuellement, mais c'est une information qui est disponible, qui peut se trouver. Ça, c'est quelles sont les universités au Canada, entre autres, là, qui vont accueillir, qui vont reconnaître les diplômes obtenus par le biais de cette université à distance, si on peut dire, qui existe. Et puis, ça, là, c'est une information qui peut s'obtenir, je dirais peut-être auprès de l'Assemblée nationale, quelque chose comme ça. Merci. Je vais en prendre encore deux, si vous me permettez, parce que Claire, en tout cas, tu me diras si tu es capable encore de continuer. Il y a France et Damien. Et j'invite n'importe qui d'autre à répondre, hein, quand même. À compléter. Oui, il y a des choses qui sont complétées dans le chat. Malheureusement, je n'ai pas lu tout le complément, mais pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retourner dans le chat parce qu'il y a des bons compléments d'informations. Il y a France et Damien qui ont levé la main, alors je vous cède la parole. Allez-y. Merci. En fait, j'aurais aimé revenir, je me souviens pas exactement, c'est la citation du début où on parle que l'éducation est le meilleur moyen pour arriver à l'égalité de l'homme et de la femme. Là, je ne sais pas si c'était d'Abdul Baha ou de Baha'u'llah. Si c'est possible de la retrouver. Mais en fait, ce que je voulais en venir en ressortant cette citation-là, c'est qu'on parle d'éducation. Claire, tu as parlé abondamment finalement de l'éducation scolaire dans toute l'histoire que tu nous as tracée, de l'importance de l'éducation scolaire pour arriver à une forme d'égalité. Mais dans la citation que je voulais souligner, quand on parle d'éducation, j'imagine qu'on ne parle pas uniquement d'éducation scolaire, on voudrait aussi parler d'éducation spirituelle et peut-être privilégier l'éducation spirituelle à ce moment-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de cette distinction entre éducation scolaire et éducation spirituelle, en fait? Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre? Pour y arriver à l'éducation, oui, c'est ça. L'éducation spirituelle toute seule ne pourrait pas suffire, mais je dirais qu'elle est comme le point de départ, puis des fois, peut-être qu'elle ne s'appelle pas éducation spirituelle. On pourrait parler de vision humaniste, là, mais c'est cette vision-là, et quand on interagit avec des enfants tout petits, par exemple, avant qu'ils aillent à l'école, donc c'est avoir cette vision que l'être humain est noble, que tout être humain, que tout enfant est noble, a des capacités, a des talents, est unique, a quelque chose à contribuer. Donc, des fois, on peut appeler ça une éducation spirituelle et s'inspirer, par exemple, des écrits Baha'i pour ça. Et on peut aussi, ça peut être aussi une vision humaniste. Et à partir de là, ben, s'assurer
d'offrir aux enfants par la scolarisation, par l'éducation scolaire, des moyens de développer leurs connaissances, leurs compétences, leurs habiletés. Et puis, bon, l'éducation, elle évolue, puis des fois pas très vite. J'espère que ce qu'on est en train de vivre au niveau de la pandémie va amener beaucoup de pays à revoir leurs programmes scolaires qui sont vraiment, qui selon moi, ça fait longtemps que je le pense, là, sont en partie dépassés parce qu'ils sont trop académiques pour intégrer des compétences sociales, des compétences de citoyens avec les outils que ça prend pour avoir ça. Donc, de revoir puis à quelque part, presque de revenir un peu à la vision qu'il y avait, que les éducateurs, beaucoup d'éducateurs avaient au début des années 1900 d'une école qui développe la citoyenneté, même mondiale, on pourrait dire. Parce qu'actuellement, au Québec, c'est un peu ça le problème, c'est que même dans les cours d'éducation, on n'a plus de cours d'éducation religieuse, on a changé ça comme cours d'éducation morale. Après ça, là, c'était éducation à la citoyenneté. En fait, on dirait qu'on patine quand il est question de valeurs pour enseigner des valeurs aux jeunes, aux enfants dans le milieu scolaire. Vu que tu as été justement impliqué beaucoup aussi au niveau de, comment on appelle ça, le Conseil supérieur de l'éducation. Je veux dire, il y a sûrement été question beaucoup de ce curriculum-là qui était essentiel aussi pour tous les jeunes, qui n'avaient pas juste des matières académiques, mais qui avaient aussi des valeurs importantes à transmettre. Mais là, on n'ose pas transmettre des valeurs religieuses catholiques, parce que c'est ça tout de suite nous vient à l'idée. Mais comment comment on va arriver dans le milieu scolaire québécois à intégrer un tant soit peu de cette éducation spirituelle-là, si essentielle aussi pour une amélioration de la société? Je pense que c'est une étape actuellement qu'on est en train beaucoup de sociétés dans le monde, en fait, peut-être un peu plus le monde occidental, mais pas uniquement en Afrique où on a été, Mike et moi, très longtemps. On avait ça aussi. C'est que si on veut être une école inclusive, si on veut si on veut avoir des écoles qui sont inclusives et qui accueillent la diversité, dans des sociétés qui deviennent de plus en plus plurielles, différentes, avec beaucoup de diversité, ben, il faut que l'école devienne plus neutre, hein, si je peux dire. Donc, c'est là où on va viser une éducation citoyenne, une éducation éthique. Le programme du Québec à ce sujet-là, il est, en tout cas moi, mon avis personnel, c'est que c'était vraiment une très bonne étape charnière on reverra plus tard dans le futur, peut-être que les écoles pourront ramener une certaine éducation religieuse et peut-être que la société va décider non, ça se fait en communauté, ça se fait au niveau familial, ça n'est pas la place de l'école. On en demande beaucoup à l'école, mais une éducation citoyenne, une éducation éthique et puis aussi une connaissance de l'aspect religieux en tant que faisant partie de la richesse d'une société. Donc, pour mieux connaître, pour que je sache, les gens qui sont religieux autour de moi, qui ont différentes croyances, ben, c'est quoi leur principale croyance pour que je puisse reconnaître ça et le respecter. Et puis, on partage entre nous, là. Donc, Terre-Neuve avait adopté un programme similaire aussi. Quand les commissions scolaires sont devenues... en fait, eux, maintenant, il y en a juste une commission scolaire, là, mais quand ils ont laissé les commissions scolaires confessionnelles, ils ont opté aussi pour un programme de ce type-là. Donc, je pense que c'est comme un passage et il faut faire confiance. Claire, merci. Une dernière question. Est-ce que la discrimination positive pour permettre l'accès à l'emploi, la politique, l'école, etc. aux femmes est une bonne chose? Et pendant que tu réfléchis, j'invite vraiment J'ai pas besoin de réfléchir, c'était ma thèse de doctorat. C'est ça!
je veux juste dire aux gens qu'il y a beaucoup de nuances qui sont apportées là, dans le chat au regard des interrogations qui ont été soulevées. Alors, on t'écoute sur cette fin-là. Ça tombe bien. Je trouve que c'est une question qui vient rechercher justement tes études de troisième cycle. C'est ça. En fait, donc, la notion de discrimination positive, peut-être que le mot discrimination, ça fait toujours un peu comme bizarre, mais on aurait pu choisir un autre mot, mais c'est venu des États-Unis. Hein, c'est quand aux États-Unis, ils se sont rendus compte, il y avait au niveau du personnel qui travaillait pour les grands chemins de fer aux États-Unis, il y a beaucoup de Noirs, d'Afro-Américains qui travaillent au niveau des chemins de fer et ils n'arrivaient pas à monter dans la hiérarchie. Ils restaient toujours au niveau de certains postes. Et pourtant, il n'y avait aucune règle officielle qui disait ça. On avait dépassé l'étape du racisme dans la structure, mais ça marchait pas. Ils n'arrivaient pas à passer aux échelons supérieurs. Et il y a donc eu des analyses qui ont été faites du système de formation et de promotion, puis ils se sont rendus compte que pour accéder à certains postes, il fallait avoir fait certaines formations, puis pour faire certaines formations, il fallait avoir de l'expérience dans quelque chose. Ils ont trouvé où est-ce qu'il y avait des portes fermées. C'était pas des portes fermées volontaires, c'était comme des portes qui avaient été fermées à une époque, si on peut dire. Donc, les Afro-Américains occupent surtout telle et telle fonction dans le système. Ils ont dans le système de chemin de fer. Et pour pouvoir avoir des promotions, il aurait fallu qu'ils aillent dans d'autres types d'emplois, de postes. Ils n'y allaient pas de manière traditionnelle, puis donc, ils n'avaient pas les formations. Puis, donc, ça a commencé là. Et ensuite, au Canada, le premier groupe pour lequel on a identifié une discrimination systémique et qui a eu des programmes de discrimination positive, donc des programmes d'accès à l'égalité, c'est les Canadiens français de la fonction publique fédérale. Ça a été le premier groupe dans les années 70 où il y a eu une analyse comment ça se fait que les fonctionnaires francophones de la fonction publique fédérale n'arrivent pas, ne montent pas, n'ont pas les promotions proportionnellement au même niveau que les anglophones et on a identifié le même type de problème et c'est pas une discrimination qui est volontaire, qui est consciente, c'est quelque chose, une trace qui reste dans le système et là, quand on s'en rend compte, on corrige et les programmes de tout ce qui est la discrimination positive, les programmes d'accès à l'égalité, c'est que ça permet d'avancer un peu plus vite et pas attendre des siècles avant qu'une égalité arrive. Et puis là, on établit des quotas, on établit des proportions selon la population et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et ensuite, le deuxième groupe au Canada qui a pu, pour qui les programmes d'accès à l'égalité, donc la discrimination positive a été utilisée, c'était les Autochtones dans les provinces de l'Ouest. Parfait, merci Claire. Je ne sais pas si tu es trop fatiguée parce que là, il y a une question, puis je voulais que ça soit la dernière. Mais rapidement, que pensez-vous de la charge du double standard imposé aux femmes dans le ménage et le travail? Rapidement. C'est quand on parle, qu'est-ce qui nous reste encore à faire, quel chemin reste encore à faire, ça, c'est un très, très bon exemple. Moi, j'ai eu 3 garçons, j'espère que je les ai éduqués à prendre leur part là, pour que la double tâche soit un peu moins lourde. Mais enfin, j'espère que je les ai éduqués avec mon conjoint. Mais c'est ça commence très, très tôt. C'est les modèles, hein, qui on est comme modèle, comment ça se passe dans l'environnement familial. C'est beaucoup de manières de faire qui restent à transformer, à changer. Merci. Merci beaucoup, Claire. Je sais qu'il y en a qui nous ont quittés en cours de chemin, puis ils te remercient beaucoup de ta présentation. Je tiens à remercier aussi Soël qui a été d'une aide fantastique dans la présentation et la technique pour soutenir les conférenciers.
Je remercie aussi Andréane Bigonès qui a publicisé la conférence. Je vous remercie à tous d'être venus. Je vous invite vraiment à suivre notre programme. La prochaine rencontre va être le 15 janvier, toujours même heure, même poste, sauf pour la première parce qu'on avait un décalage horaire à respecter, qui porte sur trouver du sens en période de crise avec Frédéric Escudé. Donc, on va échanger sur justement là, la pandémie qui a bousculé les repères. Donc, une autre belle conférence qui s'annonce pour janvier 2021. Merci à tous d'être présents. C'est vraiment au nom de l'Assemblée que nous voulons vous offrir ces thématiques. On espère que ça va vous nourrir, que ça va susciter des réflexions. C'est le but de la communauté Baha'i. Alors, encore une fois, merci Claire. Je sais que tu es en Nouvelle-Écosse. Et là, vous pouvez ouvrir vos caméras. Si ça se plante, au moins, les amis, je pense qu'ils veulent vraiment se voir. Et on va laisser ça ouvert si jamais ils veulent te parler, mais ça conclut la soirée ce soir. Merci. Plaisir. Formidable, Claire. Merci beaucoup. Oui, bravo, bravo, Claire. On voit que l'éducation est ta passion. Ah, toujours, toujours. Toujours. Je disais à mes étudiants que j'étais comme Obélix, j'étais tombée dans une marmite d'administration scolaire quand j'étais petite. Claire, une petite question. Oui. Claire, penses-tu que les femmes doivent devenir plus agressives dans la société pour prendre leur vraie place? Moi, je dirais pas plus agressive, mais on a à apprendre à avoir confiance en nous. Puis ça aussi, c'est un défi. C'est pas évident quand ça m'est arrivé d'être la seule femme à des tables de travail avec 10, 15, 20 hommes autour de moi. Alors, comment nous, on se voit, ça se projette. Fait que je dirais pas agressif, mais il y a des techniques qu'il faut apprendre pour que la contribution qu'on peut apporter, on se sente à l'aise de l'apporter. Parce que sinon, on n'arrive pas à l'apporter. Il faut savoir s'affirmer, oui, mais sans agression, mais on demande aussi aux hommes de ne pas être agressifs. Exact. Je sais, Saël, si tu m'écoutes, je sais que Sébastien veut ouvrir sa caméra. Si tu veux lui ouvrir, il y a un petit défi. Il y a Tamari qui disait assertive. Hein? C'est un beau mot, hein? Assertive, tant en français qu'en anglais. Donc, elle proposait peut-être plus assertive plutôt qu'agressive. C'est un peu comme quand on est au niveau de la consultation Baha'i, hein, on sait qu'on doit écouter. On doit apprendre à écouter, vraiment être en écoute et en même temps, on a la responsabilité de partager, de contribuer. Fait que je pense que ça aide beaucoup aussi. En tout cas, mon expérience à moi, c'était beaucoup plus d'avoir confiance que j'avais peut-être quelque chose à apporter, à contribuer, qui est important, qui pourrait aider. Et parfois, ça peut être intimidant quand c'est surtout des hommes autour de nous. Des hommes qui, moi, je travaille dans mon domaine, des chercheurs, des directeurs, des recteurs adjoints, enfin, tu sais, c'est monde des gars qui ont des titres et de l'expérience et puis sont habitués d'être ensemble et puis, bon. Et puis là, alors moi, c'est ça. Ça a été d'apprendre à avoir confiance, puis puis je me suis inspirée de cette vision-là de la consultation qu'on a dans la foi Baha'i, qu'on a aussi la responsabilité de contribuer pour aider. Que ce qu'on a à dire, ça va aider. J'aimerais dire une chose aussi, parfois, sur la question, par exemple, de l'agressivité. Il m'arrive souvent de voir que les femmes sont plus sévères envers les femmes, disons, que nécessaire, ou qu'elles vont l'être envers les hommes. Il y a comme un préjugé souvent qui s'installe que les femmes, je sais pas, on entend trop souvent ça, selon moi, de comme
s'attendent à un certain comportement chez les femmes. Et si elles ne sont pas exactement comme on aimerait qu'elles soient, on va les accuser de vouloir être comme des hommes ou ce genre de choses. Je pense que c'est ce genre de pensée dont on doit se débarrasser un peu, puis laisser les êtres humains, comme tu disais si bien, Claire, être ce qu'ils sont, hommes ou femmes. Comme je soulignais tantôt dans le chat, que l'âme n'a pas de sexe. Et c'est ça qu'il faut voir chez l'être humain, que c'est une âme en développement avec ses qualités. Puis il y a des femmes plus agressives, mais qui vont faire du sport, par exemple, et là, on va les féliciter. Mais si elles se mettent à parler, comme ça m'arrive à moi de parler, oh, un instant, tu sais, pour qui elle se prend? Tu vois, c'est des préjugés qu'on a finalement et des attitudes, des comportements qui sont déplaisants. Parce qu'un homme qui s'affirme, là, c'est normal. Même s'il donne un coup de poing sur la table, c'est normal, il y a du caractère. Mais si une femme fait ça, oh là là, ça, c'est plus du caractère, c'est pas correct. Ouais. Excusez-moi, mais en fait, quand on parle d'égalité d'homme et de la femme, on pourra en fait pas vraiment jamais être tout à fait égaux, à mon avis, parce que, veut pas, c'est la femme qui porte les enfants. Et cette réalité-là fait en sorte que ça fait perdre, je dirais, des opportunités aussi de travail, même si la société est de plus en plus ouverte, on le voit dans la société québécoise, on donne quand même des bonnes conditions salariales, des bonnes conditions aussi de rattrapage quand on est enceinte et tout ça, mais il n'en reste quand même que le fait que la femme porte les enfants et plus elle a d'enfants et plus que ça réduit, si on veut, sa capacité à être sur le marché du travail. Mais c'est pas que je veux dire que le marché du travail fait nécessairement l'égalité, mais c'est ça, il y a toujours le temps, en fait, le temps que la femme consacre à l'éducation des enfants, ne serait-ce que dans les premières années, en sorte qu'elle se consacre davantage à ça qu'à toute autre tâche. Ça limite aussi. Ben, moi, je voudrais dire quelque chose là-dessus, excusez, là, c'est parce que j'ai habité 4 ans en Nouvelle-Zélande, pas longtemps que je suis arrivée. Puis la première ministre de la Nouvelle-Zélande est une femme. Puis elle a accouché quelques mois après être entrée en fonction. Puis elle a eu à gérer pendant son mandat une fusillade dans une mosquée, une pandémie, plein de chocs. Elle a fait une job de maître, c'est comme un exemple pour le monde entier. Mais son mari était soutenant, je veux dire, tu sais. Puis, elle a décidé qu'elle prenait son bébé, elle l'a allaité au Parlement, elle l'amenait partout. Tu sais, fait que je pense que des fois, les femmes, on se met des barrières aussi. Oui, c'est des beaux exemples, mais c'est une charge de travail quand même qui était énorme puis qu'elle a assumée. Oui, mais elle a eu du soutien. Tu sais, elle a eu, quelque part, son chum, son mari a accepté de lâcher sa job et de la soutenir pendant le temps qu'elle est première ministre, tu sais. Fait que, en tout cas, pour moi, c'est un exemple que je trouve très inspirant, puis qui montre que, oui, malgré nos différences biologiques, ça ne veut pas nécessairement dire que les femmes vont toujours être plus dans l'ombre, tu sais. C'est ça, c'est que spirituellement, il y a égalité, ça, on ne peut pas le nier, et c'est la réalité divine, si on veut. Mais physiquement, dans le monde dans lequel on vit, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut en arriver à une égalité totale. Oui, de droit aussi, je pense qu'on peut y arriver à une égalité de droit, mais il y a quand même toujours des circonstances qui font en sorte que... Je l'ai mis, hein, je suis là. Oh. C'est déjà peut-être assez spirituel et de droit. Oui, en tout cas, au point de vue physique et sportif, là, les femmes peuvent faire à peu près tout ce que les hommes font en sport, mais on peut dire que la marathonienne qui gagne le marathon femme, elle peut battre un paquet d'hommes qui ne courent même pas. En fait, qu'est-ce que tu voulais dire? Pas de problème avec moi.
sur cette question-là, moi aussi, j'aimerais dire que dans la vie d'une famille, d'une cellule familiale, habituellement, dans on voit que quand les situations économiques le permettent, les familles vont avoir 1, 2, maximum 3 enfants. Et ça, dans la vie d'un ménage, c'est quand même quelque chose ça occupe pas toute la vie ou la carrière de la femme. On est entouré d'exemples de familles qui ont réussi à gérer très bien, avoir des enfants, poursuivre les carrières de l'homme et de la femme. C'est possible parce que ça reste quand même quelque chose de temporaire. Je veux dire, c'est sûr que quand on a des enfants, on les a pour la vie, mais vous voyez ce que je veux dire, tu sais, de les emmener à devenir autonomes. Il n'y a rien, quand la gestion entre les deux parents est bien faite, il n'y a rien qui empêche que les carrières respectives se poursuivent quand c'est bien géré. Parce qu'avoir des enfants, c'est vrai, ça distingue la femme, mais ce n'est pas quelque chose qui la bloque pour toute sa vie au complet, là. Puis comme l'exemple que ta Marie donnait, là, tu sais, puis même dans notre vie ici autour, on est entouré de ménages qui réussissent à très, très bien gérer cette chose-là. Puis, dans les commentaires que j'avais donnés, je pense qu'on va faire des grands pas vers et l'équité et l'égalité, les deux, quand on va permettre à plus d'hommes d'être dans le monde de l'enseignement et dans le monde des vocations dites de service, et aussi quand on va permettre à plus de femmes d'être dans des positions de prise de décision. Quand ces deux secteurs-là vont être équilibrés, c'est sûr qu'on va voir des grands changements parce qu'il va y avoir plus d'enseignants masculins, ce qui est vraiment très manquant au Québec. Plus d'hommes aussi dans les travaux, dans les vocations de service. Puis, de l'autre côté de la barrière, plus de femmes dans les postes de position. Puis, Claire, c'était magnifique ta présentation. Merci infiniment. Merci. J'ai aimé ça. Moi, j'ai l'opinion que, selon ce qu'Abdu'l-Baha dit, elle doit être la nourricière de l'enfant. Peut-être les 2-3 premières années pendant qu'il est au sein. Mais qui est sa nourricière ou son nourricier? Tu sais, ça peut être l'homme. Si j'ai le fantasme, moi, d'élever mon enfant, puis que mon chum nous fasse à manger à moi et mon bébé, là. Tu sais, aller s'occuper des deux en même temps, c'est beaucoup, là. Alors, ça, je veux dire, Abdu'l-Baha, il parle qu'on est la première nourricière d'un enfant, mais est-ce qu'on doit absolument être obligé de s'investir plus que ça? Moi, je pense qu'il faut que ça devienne égal à ce point-là, là. L'engagement envers l'enfant doit devenir égal. Ouais. Est-ce que j'aimerais peut-être ajouter aussi que peut-être si notre société accordait au fait d'avoir des enfants, d'être les mères porteuses des enfants, c'est la tâche la plus importante. C'est la façon de reproduire notre société. Mais encore aujourd'hui, on va parler d'avoir des enfants comme une tâche. En tout cas, vous voyez, c'est présenté comme un poids, un fardeau, alors que ça devrait être considéré comme une chose vraiment extraordinaire. Et toute la société, pas seulement les conjoints, mais toute la société devrait rendre la chose plus facile pour les femmes qui acceptent de le faire. Il faut quand même les faire, ces enfants-là, en faire 1 ou en faire 8 ou en faire 20 dans certaines cultures. Alors, si on veut que les femmes puissent faire ça le mieux possible, et devenir des bonnes nourricières, des bonnes éducatrices, ben, il y a beaucoup de choses dans les écrits bahaïs qui disent qu'il faut éduquer la femme aussi bien que l'homme, même curriculum, tu l'as souligné, Claire. Et donc, la société au complet, la communauté doit être là pour soutenir les femmes. En tout cas, voilà. On a encore plusieurs siècles d'évolution devant nous. On va voir, il y a encore du travail à faire, puis on a le temps de le faire. Pourquoi? Pas pour moi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Oui, Sébastien. Oui, bonjour Claire, ça va bien? Allô, oui. Content de te voir, ça fait longtemps. Ben Dans le Kitab Yagdar, c'est juste la version en anglais, là, mais pour rejoindre ce que Magnolia disait, on dit que il est ordonné à chaque père d'instruire ses enfants dans l'art de la lecture et de l'écriture et dans tout ce qui a été dit dans les Saintes Tablettes. On ne dit pas la mère, on dit le père. Et on dit que s'il n'est pas capable de le faire, ben, la maison de justice va venir et va prendre son argent pour le faire, tellement c'est important. Donc, il y a complémentarité des rôles ici, là. Je veux dire, la mère a peut-être un certain rôle à jouer, le père a un certain rôle à jouer. Puis ça se. En tout cas, je trouve que égalité ne veut pas nécessairement dire une égalité là, absolue dans les rôles et dans tout ça. C'est un peu ça, à ça que je voulais en venir, Sébastien, c'est qu'on peut avoir une égalité, mais on ne peut pas avoir une uniformité dans les rôles qu'on joue. En fait, c'est un peu ça. Égalité, oui. Il faut se battre pour l'égalité, dans tous les sens du terme. Vas-y, vas-y. Est-ce que quelqu'un a mentionné l'image de l'oiseau là, avec ses deux ailes? Les deux ailes? C'est ça qu'on Ben non, on l'a oublié, celle-là. Voilà. C'est que l'oiseau, là, on peut dire que l'humanité a une aile féminine, une aile masculine. Et s'il manque une aile, hein, Sébastien? S'il manque une aile, là, ben, l'oiseau, il ne peut pas s'envoler aussi haut. Il va juste pédaler par terre ou dans l'eau, mais il ne pourra pas s'envoler. Alors, les deux ailes de l'humanité, c'est l'homme et la femme. Puis aussi, le mot égalité qui a l'air d'agacer, parce qu'on dit, ben non, ils ne sont pas égaux parce qu'ils ne sont pas faits pareil. L'égalité, c'est l'égalité. On ne peut pas dire l'égalité spirituelle, mais pas l'égalité matérielle ou physique. L'égalité, c'est l'égalité. Alors, l'égalité, ce n'est pas l'identité. Ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas faits identiquement pareils, mais ils ont le statut d'égalité, de droit et de spiritualité et d'humanité. Ils ont exactement l'égalité. Ça, ce mot-là est toujours là. Un très beau sujet. Moi, je pense qu'il y a aussi l'égalité physique de la femme avec l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est la manière que le corps de la femme est abusé au niveau planétaire, sur bien des plans. Ça, c'est pas encore établi d'après moi. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour changer la mentalité des hommes et de la société en général face au physique de la femme, de la beauté de la femme, de l'exigence du corps des femmes à un certain modèle, le poids que ça a sur les épaules des femmes, sur le stress. En tout cas, tout ça. Il n'y a pas juste le spirituel puis l'éducation. Il y a aussi le physique qu'on a attaqué. Moi, je vais vous dire bonsoir. Ici, en Nouvelle-Écosse, il passe 22h30. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, j'ai hâte à celle du mois de janvier. Merci beaucoup, Claire.